C'est l'heure de l'actualité africaine et internationale sur Lumière du Monde Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous faire confiance pour vous informer. Tout de suite, place au sommaire de votre journal. Crise de carburant au Mali. L'économie du pays sous le poids de cette pénurie. L'arrivée récente de camions-citernes marque un premier pas vers la reprise et soulage les populations. Nous serons à Bamako dans votre journal. Après les frappes contre les installations nucléaires iraniennes, les autorités du pays ont affirmé reconstruire le programme nucléaire avec encore plus de force, alors que la Maison-Blanche affirme qu'elle ordonnera de nouvelles frappes si Téhéran tentait de redémarrer ses installations nucléaires. Violence contre la communauté chrétienne au Nigeria. Donald Trump a averti d'une intervention militaire américaine si les meurtres perpétrés contre les chrétiens ne s'arrêtaient pas dans le pays. Le président américain inscrit le Nigeria sur la liste des pays particulièrement préoccupants en matière de liberté religieuse. Merci d'être Lumière du Monde Télévision. Ouvrons votre journal au Mali. Le pays fait face à une sévère crise de carburant paralysant son économie et impactant de nombreux secteurs d'activité. La dite crise est due au blocage de certains axes routiers par les djihadistes. L'arrivée récente de camions-citernes marque un premier pas vers la reprise et soulage les populations. La situation reste critique au Mali où la pénurie de carburant paralyse l'économie depuis plusieurs semaines. Le blocage de certains axes stratégiques par des groupes armés a entraîné une flambée des prix et des coupures d'électricité. Face à cette crise, le Premier ministre Abdoulaye Maïga a réuni les autorités religieuses, traditionnelles et les communicateurs, saluant la bravoure des forces armées et des chauffeurs de citernes. Rendre un vibrant hommage aux forces de défense et de sécurité qui abattent un travail énorme afin d'approvisionner notre pays en carburant. J'ai pu dire que le carburant que nous recevons actuellement, ce n'est pas que du simple carburant, c'est du sang humain. Pour la simple raison que les conditions dans lesquelles ce carburant est escorté, les personnes qui les escortent, je pense ici en particulier aux chauffeurs des camions citernes, sont des conditions extrêmement périlleuses. Le Premier ministre a insisté sur la gravité de la situation et la nécessité de soutenir les opérations sécuritaires pour garantir la circulation des convois. Selon les autorités maliennes, cette crise énergétique s'inscrit dans une stratégie de déstabilisation orchestrée par les ennemis du Mali, déterminés à perturber l'économie et le quotidien des populations. Et je voudrais vraiment profiter de cette réunion et rassurer la population, rassurer les autorités légitimité traditionnelles que sous le leadership du chef de l'État, le gouvernement ne ménagera aucun effort pour revenir à une situation normale. Mais qu'on se prépare, je pense que le chef de l'État lui-même l'a dit, c'est un combat de longue haleine. Le chef du gouvernement souligne toutefois la détermination du Mali à surmonter cette épreuve grâce à la mobilisation nationale et à la solidarité. La reprise progressive de l'approvisionnement en carburant de la nuit du 29 au 30 octobre constitue un premier pas vers le retour à la normale et la protection de l'économie, des services publics et la vie quotidienne des Maliens. Et nous ouvrons une page spéciale sur la Tanzanie dans votre journal. Actualité oblige. Samia Suluhu Hassan, la chef d'État sortante, a été proclamée vainqueur de la présidentielle avec un score soviétique de près de 98% des voix. Un résultat qui occulte une réalité inquiétante. 3 jours de violence électorale et des centaines de morts selon l'opposition. Zanzibar, bien loin des clichés touristiques. L'île a été placée sous haute sécurité comme le reste de la Tanzanie depuis l'élection contestée de la présidente sortante Samia Suluhu Hassan. Lors d'une cérémonie retransmise à la télévision d'État, celle-ci a été proclamée vainqueur de la présidentielle avec un score quasi absolu, près de 98% des voix et un taux de participation tout aussi important, 87%, en contraste avec la faible affluence constatée dans les bureaux de vote. Dans son discours samedi, elle est revenue sur le jour de l'élection. Des incidents ont perturbé la paix le jour du scrutin. Le gouvernement condamne fermement et dénonce ces incidents. Ce que je veux dire clairement ici, c'est qu'en ce qui concerne la sécurité nationale et la sûreté de la République unie de Tanzanie, il n'y a pas d'autre choix que de recourir à toutes les mesures de défense nécessaires pour garantir la sécurité de la nation.
Mercredi, jour du scrutin, des manifestations ont effectivement eu lieu dans plusieurs villes, dont Dar es Salaam. La contestation s'est étendue à tout le pays, jusqu'aux localités rurales et frontalières, comme Namanga. Les manifestants accusent les forces de l'ordre d'avoir tiré à balles réelles. L'opposition évoque des centaines de morts en 3 jours et appelle l'ONU et la Cour pénale internationale à enquêter. Des corps sur les routes, des cadavres sur les routes, des gens qui nettoient ces corps. Ce n'est qu'un aperçu de la réalité. Et ce n'est que Dar es Salaam. Qu'en est-il des autres régions? Les Tanzaniens ne sont pas idiots. Ils ont enregistré tous les incidents. Et c'est pourquoi jusqu'à présent, Samia Suluhu Hassan et son gouvernement sont souillés par le sang des Tanzaniens. Les autorités tanzaniennes assurent qu'il n'y a eu aucun usage de la force. Internet a été coupé et un couvre-feu déclaré à Dar es Salaam. La présidentielle et les législatives tanzaniennes se sont déroulées sans opposition. Exclu des élections, le parti Chadema avait appelé au boycott du scrutin. Son chef, Tundu Lissu, est en prison depuis avril et sera jugé pour trahison. Il risque la peine de mort. 2 jours après cette élection présidentielle et parlementaire en Tanzanie, la situation reste tendue. L'opposition évoque un bilan extrêmement lourd de près de 700 morts depuis le début des violences post-électorales. Depuis mercredi, la Tanzanie est secouée par de violentes manifestations post-électorales. Selon le principal parti d'opposition Chadema, environ 700 personnes auraient été tuées depuis le début des violences. Le scrutin présidentiel et législatif qui s'est tenu ce mercredi s'est déroulé sans opposition réelle. Les 2 principaux candidats adverses de la chef de l'État, Samia Suluhu Hassan, ont été emprisonnés ou disqualifiés. À Dar es Salaam et d'autres villes, des centaines de manifestants ont affronté la police, provoquant des incendies et destructions, tandis que l'armée a été déployée et l'Internet largement coupé. À Zanzibar, le président sortant Hussein Mwinyi a été déclaré vainqueur avec 78,8% des voix, mais l'opposition locale dénonce une fraude massive et exige un nouveau scrutin. Le Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme appelle à ne pas recourir à une force disproportionnée, tandis qu'Amnesty International dénonce des disparitions forcées et des exécutions extrajudiciaires. Toujours en Tanzanie, c'est un véritable calvaire pour les touristes. La situation post-électorale émaillée de violence suite à la réélection contestée de Samia Suluhu Hassan perturbe le trafic aérien. De nombreux vols ont été annulés, bloquant les touristes à l'aéroport de Zanzibar. Le calvaire des touristes bloqués à l'aéroport de Zanzibar en Tanzanie. De nombreux vols internationaux ont été annulés alors que le pays est en proie aux violences depuis la réélection contestée de la présidente Samia Suluhu Hassan avec plus de 97% des voix, selon les résultats officiels annoncés samedi. Nous devons aller à Paris, mais nous ne pouvons pas parce que le vol de Zanzibar à Nairobi est annulé. Nous sommes donc coincés ici. Nous ne savons pas où loger ou dormir ce soir. Nous ne savons pas. Nous verrons bien. Ces infortunés n'attendent donc qu'une seule chose, le retour au bercail. Mais le climat politique demeure tendu en Tanzanie. Dimanche, l'Union européenne a appelé les autorités tanzaniennes à la retenue afin de préserver des vies. Les violences post-électorales ont fait des centaines de morts selon l'opposition, ce que conteste le pouvoir. Toute autre chose à présent dans votre journal. Des scènes de joie ont éclaté au Maroc après le vote du Conseil de sécurité des Nations Unies soutenant le plan d'autonomie marocain pour le Sahara occidental, un territoire disputé depuis un demi-siècle entre Rabat et le Front Polisario soutenu par l'Algérie. Le vote du Conseil de sécurité des Nations Unies éloigne l'idée d'un référendum d'autodétermination et pour les Marocains, c'est un pas de plus vers la reconnaissance de la souveraineté du royaume sur le Sahara occidental. Concert de klaxons, feux d'artifice et groupes traditionnels. Ces Marocains fêtent le soutien de l'ONU au plan d'autonomie marocain pour le Sahara occidental. Depuis un demi-siècle, ce territoire est disputé entre Rabat et les indépendantistes du Front Polisario, soutenus par l'Algérie. Le vote de l'ONU donne un immense coup de pouce au Maroc. C'est la joie qui m'a amené ici. Que Dieu aide notre roi et le guérisse. Une résolution adoptée par 11 votes pour, 0 contre et 3 abstentions, dont l'Algérie. Le pays a refusé de prendre part au vote, une manière de marquer son opposition. L'Algérie a tenu à illustrer
sa prise de distance avec un texte qui ne reflète pas fidèlement, qui ne reflète pas suffisamment la doctrine onusienne en matière de décolonisation. Le Conseil de sécurité de l'ONU appelle l'institution à mener des négociations sur la base du plan marocain d'autonomie. Objectif, obtenir un accord mutuellement acceptable, une initiative encouragée par le roi du Maroc. J'invite mon frère, son Excellence le Président Abdelmadjid Tebboune, à un dialogue fraternel sincère entre le Maroc et l'Algérie, afin que nos différends dépassés, nous jetions les bases de relations nouvelles fondées sur la confiance, la fraternité et le bon voisinage. La résolution adoptée vendredi prolonge d'1 an la mission de maintien de la paix de l'ONU au Sahara occidental. Le secrétaire général devra en réaliser une évaluation stratégique d'ici 6 mois. 4 mois après les frappes israéliennes et américaines contre les installations nucléaires iraniennes, le président Massoud Pezeshkian a affirmé que l'Iran allait reconstruire son programme nucléaire avec encore plus de force, une déclaration qui intervient alors que le président américain Donald Trump a affirmé à plusieurs reprises ces derniers mois qu'il ordonnerait de nouvelles frappes sur les sites nucléaires iraniens si Téhéran tentait de redémarrer les installations bombardées en juin dernier. L'Iran a déclaré dimanche qu'il reconstruirait les centrales nucléaires endommagées par les attaques israéliennes et américaines plus fortes que par avant, tandis que le médiateur omanais a demandé à Téhéran et à Washington de raviver la diplomatie bloquée. Le président américain Donald Trump a affirmé que les attaques avaient détruit le programme nucléaire de l'Iran, mais l'ampleur réelle des dégâts reste inconnue. Et le président iranien Massoud Pezeshkian, lors d'une visite à l'organisation nucléaire du pays, a déclaré que Téhéran reconstruirait les centrales détruites plus fortes que par avant. En détruisant des bâtiments, nous ne reviendrons pas en arrière, a-t-il déclaré dans une vidéo publiée sur son site officiel, ajoutant que les scientifiques iraniens possédaient encore les connaissances nucléaires nécessaires. Mais Pezeshkian n'a pas donné de détails. Dans des commentaires similaires en février avant les attaques, il avait déclaré que Téhéran reconstruirait ses centrales si elles étaient attaquées. Israël a lancé une campagne de bombardement sans précédent contre l'Iran en juin, déclenchant une guerre de 12 jours qu'il a vu cibler des installations nucléaires et militaires, ainsi que des zones résidentielles et tuer de nombreux scientifiques éminents. L'Iran a riposté par des salves de missiles balistiques dirigés vers les villes israéliennes. Le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi a déclaré en juin, après que les États-Unis ont annoncé l'arrêt des combats, que les dégâts en Iran étaient sérieux et graves. Les commentaires de Pezeshkian sont venus alors que l'Oman, le médiateur traditionnel de l'Iran, a demandé aux deux pays samedi de reprendre les pourparlers. Et nous ouvrons la page religion de votre journal. Donald Trump a averti d'une intervention militaire américaine au Nigeria si le meurtre perpétré contre la communauté chrétienne ne s'arrêtait pas dans le pays. Il a inscrit le Nigeria sur la liste des pays particulièrement préoccupants en matière de liberté religieuse, estimant que le christianisme y est confronté à une menace existentielle. En réponse à la sortie du président américain, son homologue nigérien Bola Tinubu a déclaré que la caractérisation du Nigeria comme un pays indolent sur le plan religieux ne reflétait pas la réalité nationale. Dans les kiosques de Lagos, les menaces de Donald Trump contre le Nigeria font la une des principaux quotidiens. De nombreux habitants s'interrogent sur ses intentions. Dans cette communauté chrétienne d'Abuja, la capitale, les fidèles accueillent positivement les déclarations du président américain. Les chrétiens ont maintenant peur de se déplacer. Les chrétiens ont peur de prier librement. Si Donald Trump veut intervenir, alors qu'il le fasse, il n'y a rien de mal à cela. Dans les faits, le Nigeria est miné par l'insécurité. Les djihadistes de Boko Haram et leur groupe dissident ISWAP y mènent des attaques meurtrières depuis 2009. La région du centre est le théâtre d'affrontements, présenté comme interreligieux, mais aucune communauté ne serait plus persécutée qu'une autre, selon les autorités et certains Nigérians. Il ne tue pas seulement des chrétiens, il tue aussi ceux qui ne sont pas chrétiens. Mais si les États-Unis proposent leur aide, nous devons l'accepter sans pour autant dépendre d'eux. Chiffre à l'appui, sans mentionner ses sources, Donald Trump évoque des milliers de fidèles chrétiens massacrés au Nigeria et accuse le pouvoir de ne rien faire contre ces persécutions.
Si le gouvernement nigérian continue de laisser les chrétiens se faire tuer, les États-Unis cesseront d'apporter toute aide ou assistance au Nigeria. Nous pourrions très bien nous rendre dans ce pays désormais en disgrâce avec des armes à feu pour éliminer complètement les terroristes islamistes qui commettent ces atrocités. Des menaces qui interviennent après des mois de lobbying d'élus américains conservateurs, convaincus que les chrétiens nigérians font face à un génocide. Le président nigérian se dit prêt à rencontrer Donald Trump dans les prochains jours. Abuja accepte de collaborer avec Washington pour combattre le terrorisme tant que son intégrité territoriale est respectée. Religion toujours, le pape Léon XIV a dénoncé dimanche les exactions commises dans la ville d'El Fasher au Soudan et a exhorté la communauté internationale à se mobiliser. Le souverain pontife a également demandé aux chrétiens de prier pour la Tanzanie où, a-t-il rappelé, après les récentes élections, des affrontements ont fait de nombreuses victimes. Léon XIV a exhorté toutes les parties à éviter toute forme de violence et à emprunter la voie du dialogue. Le pape Léon XIV a exprimé dimanche sa profonde tristesse face à la situation dramatique au Soudan, en particulier dans la ville d'El Fasher, au nord du Darfour. Le souverain pontife a renouvelé son appel à un cessez-le-feu immédiat et à l'ouverture de corridors humanitaires. Con grande dolore. C'est avec une grande tristesse que je suis les nouvelles tragiques en provenance du Soudan, en particulier d'El Fasher, dans la région tourmentée du nord du Darfour. La violence aveugle contre les femmes et les enfants, les attaques contre les civils sans défense et les graves obstacles à l'action humanitaire causent des souffrances inacceptables à une population déjà épuisée par de longs mois de conflits. A una popolazione già stremata da lunghi mesi di conflitto. Le pape a également évoqué la situation en Tanzanie où des violences ont éclaté après les récentes élections. Prions aussi pour la Tanzanie où, après les récentes élections, des affrontements ont éclaté, faisant de nombreuses victimes. J'invite chacun à éviter toute forme de violence et à suivre la voie du dialogue. Dans ce pays d'Afrique de l'Est, la chef de l'État sortante Samia Suluhu Hassan a été proclamée vainqueur de la présidentielle avec près de 98% des voix, après 3 jours de violence électorale ayant fait des centaines de morts, selon l'opposition. C'est ici que se referme ce temps d'information sur Lumière du Monde Télévision. Nous avons pris, comme de tradition, beaucoup de plaisir à vous présenter ce journal. Nous nous séparons avec ce verset biblique que je vous invite à méditer chez vous à la maison. Je vous dis ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Jean 16, verset 33. Bonsoir chez vous.